Bonjour à toutes et à tous. Une rose pour Emily est une nouvelle de 1930 de l'auteur américain William Faulkner. C'était parmi ses premiers à être publiés. Comme beaucoup d'histoires de Faulkner, cela se déroule dans un village fictif appelé Jefferson, dans le comté de Yoknapatawpha, situé dans l'état d'origine de Faulkner, le Mississippi. Il est raconté du point de vue des citadins en utilisant une technique non linéaire. Dans cette petite ville du sud des États-Unis, vient de mourir la très vieille et mystérieuse Miss Emily, qui avait été exemptée d'impôts par un maire d'autrefois, le colonel Sartoris, et refusait hautement d'en payer aux nouvelles administrations. On se rappelait la seule relation qu'elle avait eue avant de se cloîtrer 40 ans dans sa vaste demeure remplie d'ombre et de poussière, avec un homme du Nord qui n'était que de passage et qu'on n'avait pas revu alors qu'elle s'était procuré de l'arsenic. On découvrit, dans la chambre fermée, son corps devenu inséparable du lit où il y avait encore l'empreinte d'une tête et un cheveu. À l'insu de tous, elle avait vécu et couché toutes les nuits avec le cadavre décomposé de l'homme qu'elle avait aimé. La recluse Emily Grierson décède à l'âge de 74 ans. Les habitants de la ville s'intéressent à la mort d'Emily, mais ils en savent très peu sur elle et doivent spéculer sur sa vie. Ils savent qu'après la mort de son père en 1884, elle a continué à vivre dans une grande maison de plantation vide et en ruine depuis la guerre civile, élevant sa pourriture obstinée et coquette au-dessus des wagons de coton et des pompes à essence. Ils savent qu'à cette époque, le maire de la ville, le colonel Sartoris, lui a officieusement remis ses impôts par sympathie pour sa non-mondanité. Ils savent qu'elle ne laisse dans le deuil qu'un serviteur afro-américain nommé Taube. Dans un passé récent, après la mort du colonel depuis 10 ans, les habitants de la ville se souviennent que la nouvelle administration politique a tenté d'officialiser sa relation avec Emily et sa succession pour percevoir des impôts. Lorsque des représentants lui ont rendu visite, ils ont trouvé sa maison qui sentait la poussière et le désuétude, une odeur proche et humide. Ils ont trouvé Emily délirante, croyant que le colonel Sartoris était toujours en vie et affirmant « Je n'ai pas d'impôt à Jefferson ». Les chefs du village sont donc vaincus, incapables de faire entendre raison à Emily. Sa dernière interaction de ce type avait eu lieu 30 ans auparavant, lorsque les habitants de la ville avaient jugé nécessaire de la confronter à une puissante odeur de pourriture émanant de sa maison, qu'ils supposaient être un serpent ou un rat mort. Incapables d'accuser une dame en face de sentir mauvais, 4 hommes répandirent subrepticement de la chaux autour de son terrain en pleine nuit. Les habitants de la ville spéculent sur sa solitude hautaine et sur le fait que tous ses prétendants locaux ont été refoulés sans considération. Elle était tellement attachée à son père, autrefois puissant, qu'elle a refusé d'admettre qu'il était mort pendant 3 jours, malgré les visites de ministres et de médecins demandant d'emporter le corps. Beaucoup dans la ville croient que c'est ce puissant attachement qui l'a gardée seule. Peu de temps après la période de deuil recluse d'Emily, un charmant habitant du Nord nommé Homer Barron est venu en ville, travaillant comme contremaître pour les travaux d'infrastructures publiques. Emily et Homer ont été vus ensemble, le dimanche après-midi, au volant du buggy à roue jaune. Emily a choisi quelques outils pour hommes et les a apportés chez elle. Cette nouvelle a suscité un débat parmi les habitants de la ville. Certains étaient mécontents de voir Emily avec un nordiste et un journalier, tandis que d'autres s'amusaient à observer le nouveau manque de statut social qu'un tel match représentait. Les cousins éloignés d'Emily, d'Alabama, sont venus lui rendre visite et, lors de cette visite, Emily a convaincu le pharmacien local de lui fournir de l'arsenic. Le pharmacien lui a demandé comment elle comptait utiliser le poison, notant son obligation légale de divulguer cette information, mais Emily n'a pas répondu. Il lui a donné le poison et a écrit « pour les rats » sur la boîte. Beaucoup dans la ville ont déterminé qu'elle prévoyait de se suicider et ont suggéré que cela serait la meilleure chose.
Certains avaient précédemment émis l'hypothèse qu'elle pourrait épouser Homer, mais ils étaient devenus moins optimistes. On savait qu'il aimait les hommes, et il avait lui-même dit qu'il n'était pas un homme qui se marie. Peu de temps après, les cousins sont partis, puis Homer Barron a disparu. Après sa disparition, la ville a remarqué l'odeur de pourriture. Beaucoup de temps a passé, Emily devenant plus recluse et ses cheveux prenant une teinte gris-fer. Des années après la disparition d'Homer, Emily a ouvert sa maison pour donner des cours de peinture sur porcelaine, mais son principal point de contact humain était avec Tobe, qui a vieilli et s'est penché avec le temps. Il ne parlait à personne, probablement même pas à elle, car sa voix était devenue rauque et rouillée, comme par désuétude. Après la mort d'Emily, Tobe laisse entrer les visiteurs puis disparaît. Après l'inhumation, les citadins explorent la maison, y compris la pièce de la région au-dessus des escaliers que personne n'avait vue depuis 40 ans et qu'il faudrait forcer. À l'intérieur, ils trouvent le cadavre squelettique d'Homer Barron, vêtu d'une chemise de nuit, dans une chambre meublée comme pour une mariée. En y regardant de plus près, les visiteurs découvrent des signes de cohabitation. Un cheveu gris-fer sur un deuxième oreiller près du cadavre. Emily se tient dans le passé, le temps et l'argent. Elle nie le temps qui passe et l'argent qui fond. Un monument disparu dans le temps, autrefois sa décrépitude, parmi les tombes. Elle vit figée dans le souvenir. De son vivant, Miss Emily avait été une tradition, un devoir et un souci. Une sorte de charge héréditaire qui pesait sur la ville depuis ce jour où, en 1884, le colonel Sartoris, le maire, celui qui lança l'édit interdisant aux négresses de paraître dans les rues sans tablier, l'avait dispensé de payer les impôts, dispense qui datait de la mort de son père et s'étendait jusqu'à perpétuité. Sartoris, avec sa lignée, parcourt l'œuvre de Faulkner depuis Sartoris, 1929. Le personnage tiendrait de son arrière-grand-père, William Clark Faulkner, colonel lors de la guerre de Sécession. Un homme qui, dans le même temps, prend une initiative malveillante et montre sa bienveillance envers Emily, ce qui, dirait Faulkner, fait de lui simplement un être humain cohérent. Quand la génération suivante, avec ses idées modernes, donna à son tour des maires et des conseillers municipaux, cet arrangement souleva quelques mécontentements. Le conseil municipal siégea en séance extraordinaire. Une députation se rendit chez elle. Le vieux nègre la fit entrer dans un hall obscur, d'où un escalier montait, se perdre dans une ombre encore plus profonde. Il y régnait une odeur de poussière, de désaffection, une odeur de renfermé et d'humidité. Le cuir des fauteuils était craquelé, et, quand ils s'assirent, un léger nuage de poussière monta paresseusement. Elle s'appuyait sur une canne d'ébène à pommes d'or ternie. Elle avait l'air enflée. Comme un cadavre qui serait resté trop longtemps dans une eau stagnante, elle en avait même la teinte blafarde. Le lexique tient son registre. Vieux, obscur, odeur de poussière, désaffection, odeur de renfermé et d'humidité, cuir craquelé, canne d'ébène à pommes d'or ternie, cadavre. Ainsi, ils furent vaincus, bel et bien, comme l'avait été leur père, 30 ans auparavant, au sujet de l'odeur. Emily a perdu son père depuis 2 ans. On ne voit plus son amoureux. « Pauvre Emily », dit-on. Une nuit, un peu après minuit, 4 hommes traversèrent la pelouse de Miss Emily et, comme des cambrioleurs, rôdèrent autour de la maison, reniflant le soubassement de briques et les soupiraux de la cave, tandis que l'un d'eux, un sac sur l'épaule, faisait régulièrement le geste du semeur. Ils enfoncèrent la porte de la cave qu'ils saupoudrèrent de chaux, ainsi que toutes les dépendances. Comme ils retraversaient la pelouse, ils virent qu'une fenêtre, sombre jusqu'alors, se trouvait éclairée. Miss Emily s'y tenait assise, à contre-jour, droite, immobile comme une idole. Silencieusement, ils traversèrent la pelouse et se glissèrent dans l'ombre des acacias qui bordaient la rue. Au bout d'une quinzaine, l'odeur disparut.
Nous nous les étions souvent imaginés comme des personnages de tableau. Dans le fond, Miss Emily, élancée, vêtue de blanc. Au premier plan, son père, lui tournant le dos, jambes écartées, un fouet à la main, tous les deux encadrés par le chambranle de la porte d'entrée grande ouverte. Que fait son père? Lui tournant le dos, jambes écartées, un fouet à la main. Curieuse posture. Et quel est ce caprice de l'orpheline? Le lendemain de la mort de son père, toutes les dames s'apprêtèrent à aller la voir pour lui offrir aide et condoléances, ainsi qu'il est d'usage. Miss Emily les reçut à la porte, habillée comme de coutume, et sans la moindre trace de chagrin sur le visage. Elle leur dit que son père n'était pas mort. Elle répéta cela pendant 3 jours, tandis que les pasteurs venaient la voir, ainsi que les médecins, dans l'espoir qu'ils la décideraient à les laisser disposer du corps. Juste au moment où ils allaient recourir à la loi et à la force, elle céda, et ils enterrèrent son père au plus vite. Un jour, le jour où elle acheta la mort au rat, l'arsenic. Le droguiste ne put lui faire dire, comme la loi l'exigeait, quel usage elle voulait en faire. Quand, arrivée chez elle, elle ouvrit le paquet, il y avait écrit sur la boîte, sous le crâne et les os en croix, « Pour les rats ». Plus tard, nous dîmes « Pauvre Émilie », derrière les jalousies, quand il passait, le dimanche après-midi, dans le cabriolet étincelant, Miss Emily, la tête haute, et Homer Barron, le chapeau sur l'oreille, le cigare aux dents, les rênes et le fouet dans un gant jaune. La ville veille derrière les jalousies. L'amoureux Homer Barron, comme le père, porte un fouet dans un gant jaune. Emily ne l'épousera pas, il est riche, mais peuple. Et puis, Homer lui-même avait remarqué, il aimait la compagnie des hommes, et on savait qu'il buvait avec les plus jeunes membres du Elks Club, qu'il n'était pas un type à se marier. Nous ne revîmes plus jamais Homer Barron. De temps à autre, nous la voyions un moment à sa fenêtre, comme le soir où les hommes allèrent répandre de la chaux chez elle. Quand nous revîmes Miss Emily, elle était devenue obèse et ses cheveux grisonnaient. Dans les années suivantes, elle devint de plus en plus grise jusqu'au moment où, ayant pris une couleur gris-fer, poivre et sel, sa chevelure ne changea plus. Tous les jours, tous les mois, tous les ans, nous regardions le nègre devenir de plus en plus gris, de plus en plus voûté, entrer et sortir avec son panier de marché. Et puis, elle mourut. Elle tomba malade dans la maison remplie d'ombre et de poussière, avec pour toute aide son vieux nègre gâteux. Elle mourut dans une des pièces du rez-de-chaussée, dans un lit en noyer massif garni d'un rideau, sa tête grise soulevée par un oreiller jauni et moisi par l'âge et le manque de soleil. Nous savions déjà qu'au premier étage, il y avait une chambre qui n'avait pas été ouverte depuis 40 ans et dont il nous faudrait enfoncer la porte. On attendit pour l'ouvrir que Miss Emily fût décemment ensevelie. Sous la violence du choc, quand on défonça la porte, la chambre parut s'emplir d'une poussière pénétrante. On aurait dit qu'un poêle mortuaire, ténu et âcre, était déployé sur tout ce qui se trouvait dans cette chambre, parée et meublée comme pour des épousailles. Sur les rideaux de damas d'un rose passé, sur les abat-jours roses des lampes, sur la coiffeuse, sur les délicats objets de cristal, sur les pièces du nécessaire de toilette avec leur dos d'argent terni, si terni que le monogramme en était obscurci. Les mêmes mots, toujours. Poussière, mortuaire, passé, terni, obscurci. De la vie ne reste qu'un cheveu, un long cheveu, un cheveu couleur gris-fer. La maison de Norman Bates ressemble à celle de Emily Grierson, rappelez-vous. Les décors sont composés à partir des mêmes éléments modulables. Et l'histoire? 4 hommes sont venus effacer l'odeur chez Emily. Comme ils retraversaient la pelouse, ils virent qu'une fenêtre, sombre jusqu'alors, se trouvait éclairée. Miss Emily s'y tenait assise, à contre-jour, droite, immobile comme une idole. Faulkner n'entre jamais dans notre logique occidentale, en quête d'une réponse à un pourquoi.
Devant l'énigme, le lecteur devrait être disponible comme Faulkner, installé à la place du spectateur. Il s'agit de décrire et non pas d'expliquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.